Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est vrai qu'en général je suis plutôt genre préposée aux catastrophes et aux mauvaises nouvelles, et donc c'est vrai que cette année ne dément pas la série, puisque cet été c'est la forêt amazonienne qui brûle comme jamais auparavant. C'est des centaines d'hectares de cette forêt qui sont partis en fumée. Mais c'est pas des flammes en fait, c'est un crime contre les peuples autochtones qui vivent dans cette forêt, qui en assurent depuis toujours la protection. C'est un crime contre la biodiversité extraordinaire de cet ensemble d'écosystèmes absolument irremplaçables. Et puis c'est un crime contre le climat, parce que cette forêt, à elle seule, elle absorbe 14% du CO2 atmosphérique mondial, et c'est le seul écosystème du monde qui soit capable de faire ça. Alors c'est un crime, et l'arme du crime, on la connaît, c'est la sécheresse et la déforestation qui sont responsables de l'augmentation de 83% des feux de forêt. C'est un crime en bande organisée. Alors évidemment, Bolsonaro est coupable, archi coupable, mais il n'est pas le seul. Il a des complices, et ces complices, eh bien, c'est tous ceux qui commanditent la déforestation, l'extension des cultures de soja avec l'utilisation massive d'OGM, de pesticides, tout ça pour l'agro-industrie et pour l'élevage industriel. Et alors dans la bande, évidemment, comme toujours dans ces histoires, il y a les pseudo-repentis du genre Macron, qui se refait un visage d'écolo innocent en dénonçant son petit camarade Bolsonaro. Et pourtant, il n'est pas loin coupable de la bande, puisque la France importe 2 millions de tonnes de ce soja sale, qu'on peut appeler soja sale, pour son agro-industrie. On le sait, il y a beaucoup de beaux discours officiels sur les avancées des programmes de lutte contre la pauvreté, pour le développement durable, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, la situation ne fait qu'empirer. Alors sans doute que s'il y avait un palmarès du comble de l'hypocrisie, on pourrait décerner ça au G7, qui s'est baptisé Semer contre les inégalités. Bon, sauf que c'est un petit peu compliqué de croire que quoi que ce soit de bon puisse sortir, quoi que ce soit de bon pour les peuples, puisse sortir d'un sommet hyper sécuritaire, protégé par 13 000 flics et muni d'un tribunal spécial avec 17 juges dépêchés spécialement sur place pour une justice expéditive. Voilà, la catastrophe sociale et environnementale, elle n'est pas devant nous, elle grandit autour de nous. 2018 figurait déjà parmi les années les plus chaudes de toute l'histoire. Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais enregistré. On en sait de plus en plus, donc on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. La connaissance de l'évolution de la catastrophe progresse, et les éléments ont été nombreux au cours de l'année écoulée. On a le bilan de santé de la planète et de ses habitants. Ce bilan est sans appel. En mai 2019, alors qu'on avait parlé beaucoup du climat, on a eu un rapport de l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, sur la biodiversité et ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ce que dit ce rapport, c'est dramatique, c'est qu'environ 1 million des espèces vivantes sur les 8 millions qui existent sont menacées de disparition, d'extension. Autant dire que c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. Cette perte, elle est, selon le rapport et selon le vocabulaire du rapport, la conséquence directe de l'activité humaine, et en même temps, c'est une menace directe pour le bien-être de l'humanité dans toutes les régions du monde. Les facteurs de responsabilité, ils sont connus. Alors c'est d'abord les changements d'usage des terres, c'est l'exploitation directe d'un certain nombre d'organismes, je pense à la surpêche par exemple. Et puis le deuxième facteur qui arrive à égalité avec cette exploitation, c'est le changement climatique. Puis après il y a la pollution, voilà. Donc on peut dire qu'on a quelque chose là qui tourne un peu en boucle et qui se renforce. Je voudrais juste dire 2 mots de ce qui n'est pas dans le rapport, parce que
dans ce rapport-là, comme dans celui du GIEC, il y a une partie politique, il y a une partie négociée entre les États. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, sans surprise, que le Brésil et l'Indonésie ont pesé de tout leur poids pour que ne figure pas la question des monocultures dans les questions à traiter, que les États-Unis ont tout fait pour écarter toute mention aux inégalités de genre. Mais ce qui nous intéresse, nous aussi, beaucoup, c'est que la France s'est alliée avec la Chine pour éviter toute mention des droits des peuples autochtones. On pense immédiatement à ce qui se passe en Guyane. Ça, c'était un des rapports. Et puis, on a un autre rapport, plus près de nous, le 8 août, sur le changement climatique et la dégradation des terres. Donc là encore, je vais faire à la serpe. On le sait, l'agriculture et l'élevage industriel dégradent les sols. Et il compte pour un tiers dans les émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, ce que ce rapport met en évidence, c'est un cercle vicieux. Plus les terres sont dégradées, moins elles sont capables d'absorber de CO2. Donc moins elles absorbent de CO2, moins elles participent à la lutte contre les dérèglements climatiques. Le problème, c'est que plus la crise climatique s'accentue et plus les terres sont dégradées, on voit qu'on a là un système qui s'auto-alimente et qui nous conduit tout droit à la catastrophe. Mais le premier de ces rapports-là, par ordre chronologique, c'est celui qu'on a eu en octobre 2018, un rapport spécial du GIEC, qui le rapport sur les 1,5 degré. Il montre en fait ce que les premiers et premières concernés savaient. C'est ceux qui ont imposé la référence au fait de devoir rester en deçà des 1,5 degré, parce que les 2 degrés qu'on avait l'habitude de considérer comme la référence sont loin de constituer une limite sûre. Et donc, rester en deçà des 1,5 degré d'augmentation moyenne de la température de la Terre, ce n'est pas une option, c'est un impératif absolu. Le problème, c'est ce que ce rapport nous dit aussi, c'est que pour avoir 50% de chance de maintenir le réchauffement climatique en deçà de ces 1,5 degré, les émissions nettes de carbone responsables donc du changement climatique doivent être réduites de 58% d'ici 2030. 2030, c'est demain. C'est ce qui fait dire à cette nouvelle génération qui se mobilise 11 ans. On a 11 ans pour agir. Au-delà de ce qu'on sait, donc, c'est qu'il faut réduire ces émissions, que 80% des émissions de gaz à effet de serre sont donc liées à l'utilisation des énergies fossiles et que 85% des besoins en énergie sont couverts par ces énergies fossiles. On voit bien que ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une transition énergétique tranquille, c'est d'une véritable révolution énergétique. Si on rajoute à ça que tout ce qui concerne le système énergétique qu'il faut totalement transformer représente 1/7 du PIB mondial, qu'il faut rajouter à ça toutes les réserves d'énergie fossile qu'il ne faut pas exploiter, on voit que la question qui est posée, c'est directement celle de destruction de capital, celle de s'affronter aux capitalistes. Alors, nous on voit ça, mais on n'est pas les seuls à voir ça. Alors, le rapport, il parle d'émissions nettes. Et quand il parle d'émissions nettes, c'est les émissions plus ce qu'on appelle les émissions négatives. C'est un truc un peu zarbi, mais qui est l'idée qu'on peut retirer du CO2. Et c'est cette idée-là. Mais cette idée-là, elle peut paraître comme ça mathématiquement séduisante. C'est une idée qui est extrêmement dangereuse. Et 3 des 4 scénarios envisagés par le GIEC qui n'envisagent pas une réduction suffisamment importante, les fameux 58% des émissions de gaz à effet de serre, et bien vont avoir appel à des technologies pour chercher à retirer le CO2 de l'air. Pour faire vite, ces techniques, on les appelle les BECS. Alors comme ça, les BECS c'est gentil, ça fait penser aux oiseaux, etc., mais ça n'a rien à voir. Les BECS, en fait, ça veut dire la bioénergie avec capture et séquestration du carbone, KESACO. Bioénergie, ça c'est pareil, ça fait cool, ça fait propre. L'idée, c'est de faire de la biosphère, donc de faire pousser des végétaux qui, bon garçon, bonne fille, vont absorber le CO2 puisque c'est l'essentiel, une grande partie de leur job, donc jusque-là, tout va bien. On va brûler cette biomasse, ça va produire de l'énergie, là encore, tout va bien.
Bon, le problème, vous me direz, puisque vous avez suivi tous les machins sur le climat qu'on a fait, c'est que quand on brûle comme ça, eh bien, on va produire du CO2. Eh bien, comme c'est des gens très malins, ils pensent qu'on va capturer le CO2, ce qui est déjà pas acquis, et puis qu'on va le prendre, et puis qu'on va le planquer dans des couches géologiques profondes, et que, bon garçon, le CO2 va rester là et plus nous embêter. Bon, le problème, c'est que pour faire ça, il faut des cultures absolument énormes, selon les émissions, selon les évaluations, les différents scénarios, ces émissions négatives, ce CO2 qu'il faudrait retirer est entre 10 et 20 milliards de tonnes de CO2, et que les estimations considèrent que pour éliminer à peu près 10 milliards, bon, ça, là c'est un scénario moyen, 10 milliards de tonnes de CO2, mais il faudrait une superficie supérieure à celle de l'Inde, plantée en végétaux, uniquement consacrée à cette fameuse technologie miracle. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense que les enjeux sont clairs, c'est-à-dire soit on fait cette réduction drastique, soit on est dans ce scénario où le fait de lutter contre les émissions de CO2 eh bien, va se faire au détriment de la nourriture, au détriment des sols, au détriment de l'eau, au détriment de la biodiversité. Donc c'est ça. On en a déjà parlé, le changement climatique a des conséquences extrêmement inégales. Alors là encore, on a des chiffres, on a des éléments. Le dernier rapport de l'ONU établissait que pour la 3e année consécutive, la faim dans le monde a augmenté, qu'un quart de la population de l'humanité est menacée par une pénurie d'eau, qu'on peut dénombrer d'ores et déjà 2500 conflits pour l'accès à l'eau, à la terre, à la nourriture ou à l'énergie. Voilà, et puis à l'autre bout, ça aussi on le sait, 1%, les émissions par les habitants, 1% les plus riches de la Terre sont 175 fois plus élevées que les émissions par habitant des 10% les plus pauvres de la Terre. Alors voilà, socialisme ou barbarie, je préfère dire éco-socialisme ou barbarie. On a l'impression que c'est une formule qui est rabâchée, pourtant elle n'a jamais été autant d'actualité. C'est vrai que quand Rosa Luxembourg parlait de barbarie, elle pensait surtout à la guerre, mais il faut considérer que ce qui est en train de se passer avec le climat ou avec la perte de biodiversité, c'est l'équivalent d'une guerre, que la catastrophe sociale, elle est déjà là pour une grande partie de l'humanité, que l'effondrement de la biodiversité est déjà là, que les phénomènes extrêmes meurtriers sont déjà là, que les solutions capitalistes pour le climat sont pires que la menace elle-même. Il faut dire tout ça, puis en même temps se dire que ça ne veut pas dire que le capitalisme il va s'effondrer de lui-même. C'est au contraire qu'il faut considérer que s'ils le jugent nécessaire, les dominants sont prêts aux pires extrémités, à la pire barbarie sociale et économique, à la pire barbarie militaire et sécuritaire, à la pire barbarie sexiste et raciste pour sauver leur peau et pour sauver leur système. Et de ce point de vue-là, Trump et Bolsonaro, ils sont la preuve vivante du fait que cette option climato-négationniste et ultra-réactionnaire, elle existe bel et bien dans la tête d'une série de dirigeants politiques majeurs. Et qu'il ne faut pas considérer que c'est une folie individuelle, mais que c'est bien une option politique raisonnable de leur point de vue, en tout cas. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ne sont pas les seuls. On peut mesurer avec la politique de refus d'accueil des gouvernements soi-disant plus civilisés, donnent la mesure de leur inhumanité et de leur propension à faire payer aux plus déshérités les déséquilibres créés par leur folie productiviste. Alors voilà, la question qui nous est posée, c'est est-ce que c'est dans ce monde-là qu'on veut vivre? Eh bien, il y a une nouvelle génération qui répond non et qui se mobilise et qui aujourd'hui naît à la politique. Et depuis un an, on assiste à un tournant avec une montée des mobilisations. Alors, est-ce que ces mobilisations, elles sont d'abord le fait de jeunes, de très jeunes, et puis elles sont d'emblée, il faut le souligner parce que pour nous c'est extrêmement important, d'emblée internationalistes. Alors évidemment, ces jeunes, ils ne sont pas
révolutionnaires. Ils n'ont pas un programme anticapitaliste parfait. Ben, ce n'est pas les seuls. Et la question, il faudrait la retourner à nous-mêmes. Est-ce que nous, on pense qu'une société plus juste, une société plus égalitaire, une société plus solidaire, elle peut se développer sur une planète desséchée, inondée, inhospitalière? La réponse, elle est évidemment non. Alors l'alternative, elle ne peut être qu'éco-socialiste, elle ne peut être que basée sur un partage démocratique des richesses et sur la définition des besoins dans le respect prudent des écosystèmes. Ça veut dire une révolution qui ne soit pas seulement une révolution sociale et économique, mais aussi une révolution culturelle. Et une révolution qui soit y compris capable de se faire en révisant sans complaisance les projets anciens d'émancipateurs. Et c'est avec cette mobilisation, avec cette génération qui se mobilise pour le climat que nous ferons la révolution. Il n'y a pas eu une révolution dont la masse, la grande masse, l'immense masse des participants n'étaient pas celles et ceux qui ont moins de 25 ans. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors pour les anticapitalistes, la question qui nous est posée, elle est d'être à la hauteur de ce défi, donc de construire les mobilisations, ces mobilisations qui se préparent pour la rentrée. Tout le monde a noté la semaine du 20 au 27 comme le début d'une première vague. Et puis c'est des mobilisations qui sont capables de tirer le bilan de l'année écoulée, en sachant qu'on ne peut pas aller de marche en marche et qu'il faut des actions plus radicales, plus déterminées. Et on a vu cet été des centaines et des centaines de jeunes qui sont préparés pour des actions dans les différents rendez-vous de l'été, dans les différents camps climat. Et puis il faut aussi avoir un programme à la hauteur et défendre un projet de société dans lequel on veut produire moins mais partager plus. Et puis il faut proposer une stratégie. La riposte, elle ne peut pas être, vous l'avez compris, seulement sociale ou seulement écologique. La lutte écologique, elle peut être que sociale parce qu'elle a besoin de la mobilisation de l'immense masse des exploités et des opprimés. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de luttes écosociales, celle des peuples indigènes, celle des paysans et des sans-terre, tous les combats contre les grands projets destructeurs. On a ces merveilleuses grèves lycéennes sur le climat. On a la solidarité, l'internationalisme des mobilisations pour les migrants et les migrantes et contre le racisme d'État. On a la mise au cœur de la question de la reproduction sociale, de la centralité du soin, de l'autonomie des femmes par la montée d'une nouvelle vague féministe, par la montée des grèves des femmes. On a le combat des gilets jaunes. Tout ça, ça trace en pointillé les contours d'un camp qui choisit pas des petites choses, mais qui choisit purement et simplement la vie face au profit. Et c'est ça qu'il faut renforcer dans sa diversité. Voilà, la victoire, elle n'est pas assurée, il y a encore beaucoup de combats à mener parce que l'illusion productiviste dans le progrès et dans la croissance, il existe encore dans le mouvement ouvrier. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que la conscience, elle ne progresse que dans l'action. Et pour finir avec Rosa Luxembourg, parce que c'est son année, elle disait, et on peut l'étendre, que le prolétariat, on pourrait dire les exploités, les opprimés, ont besoin d'un haut niveau de conscience et d'organisation, mais qu'il ne peut pas apprendre tout ça dans les brochures ou dans les tracts, qu'il l'acquérera dans l'école politique vivante, dans la lutte et par la lutte. Et donc pour nous, comme pour Rosa, ce n'est que dans le combat, dans l'action de masse, que peut s'allumer ce qu'elle appelle merveilleusement l'étincelle de la conscience et de la volonté révolutionnaire, qui ne peut être qu'éco-socialiste. Merci.